Mon père a cédé l'empire de 1 800 000 $ que j'ai bâti à mon frère bon à rien parce qu'il a des enfants. Alors, je leur ai offert une fin qu'ils regretteraient pour toujours. Moi, un homme de 33 ans, je vous brosse le tableau. Mon père, Antonio, a 65 ans, un Italien de la vieille école qui s'est cassé le dos à faire des travaux d'aménagement paysager depuis avant ma naissance. Imaginez l'archétype du col bleu, de la terre en permanence sous les ongles, une odeur constante d'herbe coupée, et capable de manœuvrer une excavatrice comme si c'était une extension de son propre corps. Depuis que je savais marcher, j'étais obsédé par l'idée d'être dehors avec lui. Pendant que les autres enfants jouaient à la Xbox, j'apprenais le pH du sol et les systèmes d'irrigation, comme une sorte de petit prodige de l'aménagement paysager. Mon frère aîné, Vincent, en revanche, était tout le contraire. Il a 39 ans et a passé toute notre enfance à se comporter comme si les travaux de jardinage étaient indignes de lui. Ce type ne voulait littéralement pas aider aux tâches ménagères de base chez nous parce qu'il ne voulait pas ruiner son image auprès de sa bande de l'école privée. Il disait à ses amis que notre père était architecte paysagiste parce que, Dieu nous en préserve, que quelqu'un découvre que papa se salissait vraiment les mains pour gagner sa vie. Mais c'est là que ça devient intéressant. Quand Vincent avait 15 ans, il a eu un grave accident de voiture. Un conducteur ivre l'a percuté de flanc en rentrant d'une fête. Le gamin a passé 3 mois à l'hôpital avec une jambe brisée et des blessures internes. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'il remarcherait normalement, et toute notre famille était morte de peur. Pendant ces semaines où il était alité, devinez qui est devenu son supporter personnel. Eh oui. Papa a passé chaque minute de libre à cet hôpital, apportant la nourriture préférée de Vincent, aidant à la kinésithérapie, jouant en gros les super papas. Ce qui a vraiment scellé l'affaire, c'est cette nuit où Vincent faisait une crise de panique à l'idée de ne jamais remarcher normalement. Papa est resté avec lui jusqu'à 4 heures du matin, lui tenant la main et lui promettant que tout irait bien. Je n'avais que 9 ans, mais je me souviens de maman qui pleurait dans la cuisine le lendemain matin, me racontant que papa n'avait jamais été aussi doux avec qui que ce soit auparavant. Cette vulnérabilité de Vincent a ouvert une brèche chez papa qui ne s'est jamais vraiment refermée. À partir de ce moment, Vincent ne pouvait littéralement rien faire de mal à ses yeux. Ils se sont rapprochés pendant ce cauchemar. Et apparemment, ce lien était permanent. Même après que Vincent se soit rétabli et ait recommencé à traiter la profession de papa comme si c'était un service communautaire, papa le traitait toujours comme s'il marchait sur l'eau. J'ai appris très tôt que je jouais pour la 2e place dans ces Jeux olympiques familiaux. Il y a eu cette fois au lycée où j'ai été sélectionné dans l'équipe de lutte universitaire en 2e année, ce qui était énorme car notre école avait un programme légendaire. Quand je l'ai dit à mes parents, maman était super enthousiaste, mais papa m'a juste donné une de ses réponses du genre « C'est super, fiston », tout en faisant défiler son téléphone. Mon premier grand match était un samedi soir, et j'étais super excité d'avoir ma famille là pour me voir tout défoncer. Maman travaillait double à la maison de retraite, donc je comptais sur papa pour être dans les gradins. Mais quand je lui ai demandé, il est devenu tout fuyant et a dit qu'il avait déjà promis d'aider Vincent à emménager dans sa résidence universitaire. Maman n'allait pas laisser passer ça. Elle lui a dit sans détour que le déménagement de Vincent pouvait attendre jusqu'à dimanche. C'était important. Papa a accepté à contre-cœur, mais la veille du match, Vincent a sorti ses tactiques de manipulation habituelles. Il a commencé à raconter que c'était son jour d'indépendance et qu'il avait besoin du camion de papa pour déménager ses meubles et qu'il avait compté sur ce moment de complicité père-fils. Papa a cédé comme une chaise longue dans un ouragan. Alors, me voilà en train de me faire botter le cul par cette bête de l'école rivale, scrutant les gradins à la recherche de son visage. Il n'est jamais venu. Le pire n'était même pas de perdre le match. C'était cette fraction de seconde entre les rounds où j'ai levé les yeux, m'attendant à le voir m'encourager, pour ne trouver que des gradins vides là où ma famille aurait dû être. Mon entraîneur m'a vu regarder et m'a tapoté l'épaule en disant « Parfois, il faut se battre seul, gamin ». Ce commentaire m'a frappé plus fort que n'importe quelle prise ce soir-là. J'ai envoyé un texto à maman après et elle a appelé immédiatement, pensant qu'il s'était passé quelque chose. Non. Papa était à l'université d'État en train de jouer les déménageurs pour son précieux Vincent. Je suis rentré à la maison pour trouver mes parents dans une dispute à réveiller les morts. Maman était furieuse, demandant où diable il avait été. C'est alors que Vincent est entré avec des boîtes de pizza et des boissons, l'air complètement indifférent au chaos qu'il avait causé. Quand maman l'a interpellé, ce connard arrogant a juste haussé les épaules et a dit « Son truc de lutte n'était pas si important que ça de toute façon ». L'audace de ce type me met toujours en rogne.
J'avais 16 ans, je venais de me faire humilier devant la moitié de l'école, et mon propre frère minimisait ça comme si j'avais perdu un tournoi de jeux vidéo. Je me souviens avoir pensé, voilà ma famille. Et papa, au lieu de s'excuser, l'a défendu, disant que ce n'était qu'un match de lycée et qu'il y aurait d'autres compétitions. Mais Vincent avait besoin d'aide pour cette transition de vie majeure. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Mon propre père minimisait quelque chose pour lequel j'avais travaillé d'arrache-pied comme si ce n'était rien. J'ai souri et j'ai dit que c'était cool, que je comprenais. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai fait un trou dans le mur en plaque de plâtre. Maman m'a trouvé plus tard dans la nuit en train de mettre de la glace sur mes jointures et m'a juste serré dans ses bras sans rien dire. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Quelqu'un qui comprend à quel point votre situation est merdique sans avoir à l'expliquer. Ce schéma s'est poursuivi pendant des années. Papa faisait des tentatives peu convaincantes pour nous traiter sur un pied d'égalité après que maman lui ait passé un savon monumental. Mais il retombait toujours dans le camp de Vincent. Après le lycée, je suis allé dans une université communautaire pour étudier l'aménagement paysager et l'horticulture pendant que Vincent partait pour sa prestigieuse université de 4 ans. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à travailler avec papa dans l'entreprise. J'avais 23 ans, plein d'énergie et de grandes idées, prêt à l'aider à transformer sa petite affaire en quelque chose qui comptait vraiment. Quand j'ai commencé, papa avait 3 gars avec des camions déglingués qui faisaient de l'entretien de pelouse de base pour peut-être 40 clients. Mais j'avais une vision. Je nous ai fait certifier pour l'irrigation commerciale, j'ai commencé à soumissionner pour des contrats municipaux, et j'ai contacté des sociétés de gestion immobilière et des promoteurs résidentiels haut de gamme. C'est là que je dois vous présenter 2 types qui sont devenus cruciaux dans toute cette histoire. D'abord, il y a Big Mike Torino, ce colosse de contremaître de 1M93 qui travaillait pour papa depuis que j'étais au collège. Mike était le genre de gars qui pouvait installer un système d'irrigation complexe les yeux fermés et n'avait pas peur de dire aux clients exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre, même si cela blessait leurs sentiments. Il est devenu comme un second père pour moi, m'apprenant tout sur le fonctionnement des engins lourds et la gestion des équipes. Il avait cette façon de trancher dans le vif que je n'ai jamais vue ni avant ni depuis. Quand les clients essayaient de changer le périmètre en plein milieu du projet ou que les entrepreneurs tentaient de nous sous-évaluer, Mike les regardait droit dans les yeux et disait « Ça ne marche pas comme ça, chef ». Le second est Danny Castellano, cet ingénieur incroyablement intelligent qui a quitté son poste en entreprise pour se lancer dans la conception paysagère. Nous nous sommes rencontrés quand il nous a engagés pour un travail mais nous avons fini par devenir partenaires commerciaux quand j'ai convaincu papa de l'embaucher à plein temps. Danny pouvait concevoir des espaces extérieurs qui semblaient sortir de magazines. Dans les 2 ans qui ont suivi mon arrivée, nous avions quintuplé notre clientèle et commencé à décrocher des contrats que papa n'aurait jamais rêvé de soumissionner. Je n'oublierai jamais notre première grande victoire commerciale, une rénovation paysagère complète de $180 000 pour le Meridian Business Park. Papa pensait que j'étais fou de soumissionner si haut, mais je savais que notre travail en valait la peine. Quand nous avons terminé ce projet 2 semaines en avance et $15 000 sous le budget, le gestionnaire immobilier a qualifié notre opération de la plus professionnelle avec laquelle il ait jamais travaillé. Ce contrat a mené à 5 autres propriétés de leur portefeuille. Au cours de la décennie suivante, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à transformer le petit service de pelouse de papa en un véritable empire de l'aménagement paysager. Nous sommes passés de $120 000 de revenus annuels à un peu moins de $1,8 million l'année dernière. Nous employons 35 personnes maintenant, gérons une flotte de 18 camions, et avons des contrats avec la moitié des parcs de bureaux du comté. Notre division résidentielle réalise des rénovations extérieures complètes qui coûtent plus cher que les voitures de la plupart des gens. Tandis que papa aimait toujours se salir les mains sur les plus petits chantiers résidentiels, je m'occupais littéralement de tout le reste, soumissionner pour les contrats commerciaux, gérer les équipes, m'occuper des permis et des inspections, du marketing, des finances, de l'entretien des équipements. Je faisais des semaines de 70 heures partagées entre les chantiers et notre bureau. Cette entreprise est devenue l'œuvre de ma vie, mon avenir tout entier. Ce qui était fou, c'était de voir comment les autres entrepreneurs commençaient à nous traiter différemment. Lors des rencontres de l'industrie, des gars qui ignoraient papa auparavant venaient nous demander notre secret. Nos équipements restaient en service plus longtemps, nos équipes se présentaient de manière constante, et notre taux de fidélisation de la clientèle était supérieur à 90%. J'ai mis en place des systèmes pour tout, des calendriers d'entretien, des listes de contrôle de la qualité, des protocoles de suivi client, des choses qui me semblaient évidentes mais qui n'étaient apparemment pas la pratique courante dans notre secteur.
Mais voici ce que je ne savais pas à l'époque. Vincent jouait un tout autre jeu. Tous les quelques mois, il passait au bureau lors de ses visites à la maison, faisant toujours grand cas d'être impressionné par ce que j'avais accompli. « Enzo, c'est incroyable », me disait-il devant papa. « Tu as vraiment fait de cette entreprise quelque chose de spécial. Papa a de la chance d'avoir quelqu'un de si dévoué. » Mais ce que j'ai découvert plus tard, c'est qu'il prenait papa à part après pour des conversations privées. Maman m'a finalement raconté en avoir surpris une lors d'un barbecue familial. « Enzo fait un excellent travail », avait dit Vincent. Mais honnêtement, papa, je m'inquiète pour son potentiel de leadership. C'est un travailleur fantastique, mais diriger une entreprise nécessite une réflexion stratégique, pas seulement des compétences techniques. Quand tu seras prêt à prendre du recul, tu auras besoin de quelqu'un avec une réelle expérience en gestion. Le gars jouait sur les deux tableaux, flattant mon ego en face tout en sapant systématiquement ma crédibilité dans mon dos. Ce qui rendait cela encore plus exaspérant, c'était la façon dont il balançait des mots à la mode du monde de l'entreprise comme synergie et optimisation sans comprendre ce qu'ils signifiaient dans un contexte d'aménagement paysager. Ce type pensait que gérer des feuilles de calcul était la même chose que de gérer des équipes de gars travaillant sous une chaleur de 35 degrés Celsius avec de la machinerie lourde. Il n'avait aucune idée que la moitié de notre succès provenait des relations bâties au fil des ans en se présentant quand nous disions que nous le ferions et en réglant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Big Mike me soutenait toujours et disait constamment aux gens que j'étais le cerveau de l'opération. Antonio a bâti un service de pelouse, disait-il, mais Enzo a bâti un putain d'empire. Danny concevait ces paysages incroyables, mais il s'assurait toujours que les clients sachent que j'étais le gars qui rendait tout cela possible. Mais voilà le truc quand on construit quelque chose de beau. Il y a toujours quelqu'un qui attend dans les coulisses pour vous le prendre. L'année dernière, tout a commencé à partir en vrille quand papa a demandé le divorce à maman. Ils se disputaient de plus en plus ces derniers temps, principalement à propos de l'argent et de l'obsession croissante de papa de vivre tant qu'il est jeune, et leur mariage a finalement atteint le point de rupture. C'était nul pour la famille, mais honnêtement, je l'avais vu venir à des kilomètres. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est la rapidité avec laquelle papa s'est lancé sur la scène des rencontres comme une sorte de prédateur d'âge mûr. On parle d'un type de 65 ans qui se comporte soudainement comme un playboy magnate de l'aménagement paysager, sortant avec des femmes assez jeunes pour être ses filles. Chaque nouvelle petite amie était plus intéressée par sa nouvelle richesse que par quoi que ce soit qui ressemble à une vraie relation. La transformation était honnêtement embarrassante à voir. Papa a commencé à acheter des vêtements de marque, s'est fait blanchir les dents, a même acheté une foutue Corvette comme s'il traversait une sorte de crise. Big Mike a commencé à en faire des blagues. « Ton vieux traverse une crise de la quarantaine à 65 ans, disait-il pendant que nous chargions l'équipement. Ce n'est pas une crise de la quarantaine, c'est une crise de fin de vie. Même Danny a remarqué le changement, mentionnant que papa se présentait sur les chantiers avec des vêtements neufs et parlait d'améliorer son style de vie. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est de le voir jeter 35 ans de mariage pour ce fantasme. Maman avait travaillé d'arrache-pied pour soutenir ses rêves quand il n'était qu'un gars avec une camionnette et une tondeuse à gazon. Elle s'était occupée de la comptabilité, avait répondu au téléphone à toute heure, et avait même aidé à la paie pendant les mois difficiles. Et maintenant que l'entreprise était prospère, il la mettait de côté comme si elle l'avait freinée tout ce temps. Il y a 5 mois, papa nous a appelés, Vincent et moi, pour ce qu'il a appelé une réunion de famille importante. Nous nous sommes retrouvés dans son nouveau condo, cet endroit prétentieux en verre et en acier qui semblait sorti d'un magazine pour connards avec plus d'argent que de bon sens. L'atmosphère était tendue dès notre arrivée. Papa s'est raclé la gorge et a lâché la première bombe. J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous les deux. Stéphanie et moi nous sommes mariés le week-end dernier. Vincent et moi nous sommes regardés comme si nous venions de nous prendre une gifle. Stéphanie était sa dernière conquête, une ancienne influenceuse de fitness de 29 ans qui avait exercé sa magie sur papa au cours des 6 derniers mois. Avec tout ça, tu mérites de profiter de ton succès, et la vie est trop courte pour se contenter de moins, a-t-il dit. Tu t'es marié sans nous le dire ? Ai-je demandé, essayant de digérer cette folie. Papa est devenu tout défensif. Nous voulions quelque chose d'intime. Tu sais ce que Stéphanie pense des grandes foules et des drames. Ouais, je savais exactement ce que Stéphanie pensait. Elle était calculatrice au possible. Mais papa était trop soumis pour voir au-delà des faux seins et des filtres Instagram. Cette femme n'avait jamais eu de vrai travail de sa vie,
passait le plus clair de son temps à publier des vidéos d'entraînement et à vendre de la poudre de protéines à des femmes au foyer désespérées. Mais elle avait compris que les divorcés solitaires avec de l'argent étaient des cibles faciles. Je l'avais rencontrée exactement 2 fois. Et les 2 fois, elle avait passé toute la conversation à poser des questions sur les finances de l'entreprise tout en prétendant être tellement intéressée par l'aménagement paysager. Des signaux d'alarme partout. Mais papa pensait avec sa bite au lieu de son cerveau. Mais ce n'était même pas le pire de son annonce. J'ai aussi réfléchi à la planification de la succession pour l'entreprise, a poursuivi papa, son ton devenant tout sérieux et professionnel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Après 10 ans à construire cette entreprise ensemble, c'était le moment que j'attendais. Je m'attendais à ce qu'ils discutent de faire de moi un partenaire à part entière, peut-être même de me transférer la propriété puisque j'étais de toute évidence celui qui dirigeait la boutique de toute façon. Au lieu de cela, il a porté le coup qui a tout changé. Enzo, j'ai décidé que comme tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'enfant, tu n'hériteras pas de l'entreprise. Je la donne entièrement à Vincent. Je ne pouvais plus respirer. Big Mike blaguait toujours en disant qu'un jour je ferais une crise cardiaque à cause du stress, mais je n'ai jamais pensé que ce serait à cause de mon propre père qui détruisait ma vie. C'est quoi ce bordel, ai-je réussi à murmurer. Vincent a une famille, a continué papa. Sa femme, Jennifer, et leurs 3 enfants. Ils ont besoin de la sécurité financière. De plus, il peut amener l'entreprise à de nouveaux sommets avec son expérience en gestion d'entreprise. Je l'ai regardé avec une incrédulité totale. Papa, j'ai construit cette entreprise avec toi. J'y ai consacré toute ma vie d'adulte. Comment peux-tu juste? Tu pourras continuer à travailler à ton poste actuel sous la direction de Vincent, m'a-t-il interrompu. Mais la propriété revient à ton frère. C'est définitif. Aucune discussion, aucune considération pour tout ce que j'avais sacrifié. Aucune reconnaissance du fait que j'avais littéralement bâti les systèmes et les relations qui rendaient l'entreprise précieuse. Juste un rejet qui semblait plus froid que tout ce qu'il m'avait jamais dit. Je me suis tourné vers Vincent, espérant désespérément qu'il prendrait ma défense. Qu'il montrerait un peu de loyauté fraternelle. Au lieu de ça, ce type était assis là avec ce petit sourire suffisant comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Et, Enzo, a-t-il dit avec une fausse sollicitude. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais je pense qu'on peut faire en sorte que ça marche très bien. Ton expertise technique combinée à ma vision stratégique, on pourrait vraiment passer au niveau supérieur. Le ton condescendant m'a fait bouillir le sang. Voilà un gars qui avait passé 15 ans à éviter l'entreprise comme si c'était un service communautaire, agissant soudainement comme s'il me faisait une faveur en me laissant travailler pour lui. C'est de la pure connerie, ai-je dit, la voix brisée. J'ai tout donné à cette entreprise. Et mon avenir, mes rêves? La réponse de papa fut froide comme la glace. La vie n'est pas juste, Enzo. La famille passe avant tout, et Vincent a une famille à nourrir. Vincent s'est penché en avant avec cette fausse expression de sympathie. Écoute, frangin. Je sais que tu es sous le coup de l'émotion en ce moment, mais tu dois comprendre que diriger une entreprise, ce n'est pas seulement être bon dans le travail. C'est une question de stratégie, de finance et de planification à long terme. Papa a besoin de quelqu'un avec une expérience de gestion avérée. Ça, venant d'un type dont l'idée de la planification à long terme était de décider quoi commander pour le déjeuner. Je voulais lui demander de nommer 3 équipements que nous possédions ou d'expliquer comment fonctionnaient les zones d'irrigation, mais je savais que ce serait inutile. Papa avait déjà pris sa décision, probablement avec beaucoup d'avis de sa nouvelle femme, qui voyait des signes de dollars chaque fois qu'elle regardait nos états financiers. Ce n'était pas seulement une question d'entreprise. C'était une vie entière à être le second choix, à voir mon travail minimisé, à ne jamais être le fils préféré, peu importe ce que j'accomplissais. Très bien, ai-je dit doucement en me levant de table. Si c'est comme ça que vous voulez jouer. Je suis sorti de ce condo prétentieux, sachant que je n'y reviendrai jamais. En arrivant à mon camion, j'ai pu entendre Vincent à travers la fenêtre ouverte dire quelque chose à propos d'aider Enzo à s'adapter à la nouvelle structure, comme si j'étais une sorte d'employé à problème au lieu du gars qui avait tout construit ce dont il était sur le point d'hériter. Le trajet du retour fut un tourbillon de rage et de trahison. 10 ans de ma vie gâchée. 10 ans à construire quelque chose d'incroyable pour le voir refiler à mon frère feignasse parce qu'il avait réussi à mettre en cloque sa copine de fac. Ce soir-là, j'ai appelé maman et je lui ai tout raconté. Elle était aussi choquée que moi.
Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose d'aussi cruel, a-t-elle dit, sa voix tremblante de colère. Donner toute l'entreprise à Vincent au lieu de la partager équitablement entre vous deux. C'est inadmissible. J'aurais accepté un partage à 60/40, lui ai-je dit entre les dents, ou même 70/30 en sa faveur, mais me mettre complètement à l'écart après tout ce que j'ai fait. Maman est restée silencieuse un long moment. Puis sa voix est devenue plus forte, plus déterminée. Tu sais quoi? C'est peut-être une bénédiction déguisée. Tu as 10 ans d'expérience, des compétences incroyables, et tous les entrepreneurs du comté te respectent. Pourquoi ne pas créer ta propre entreprise? La moitié de ses clients te suivraient probablement de toute façon. Ces mots ont allumé un feu en moi. Si papa pensait qu'il pouvait simplement me jeter comme l'herbe coupée de la veille, il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Au cours de la dernière décennie, j'avais été malin avec mon argent. J'avais économisé plus de 125 000 $, vivant dans un appartement modeste et conduisant un camion de 10 ans tout en réinvestissant tout dans l'équipement et les certifications. C'était plus que suffisant pour lancer ma propre opération. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. La première personne que j'ai appelée était Big Mike. Mike, il faut que je te parle. On peut se voir pour un café? Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce colosse de 1m93 avait l'air de vouloir donner un coup de poing dans le mur. C'est salaud, a-t-il grogné, après tout ce que tu as fait pour cette entreprise. Tu sais quoi, Enzo? J'en ai fini avec eux. Si tu montes ta propre boîte, je viens avec toi. L'appel suivant était pour Danny. Sa réaction a été encore plus forte. Tu te fous de moi? A-t-il explosé? Vincent ne pourrait pas concevoir un parterre de fleurs si sa vie en dépendait. Cette entreprise va se planter en beauté sans toi pour la diriger. Danny, je monte ma propre boîte. Tu en es? Carrément que j'en suis. On commence quand? Ensuite, j'ai commencé à contacter nos plus gros clients, les sociétés de gestion immobilière, les contrats municipaux, les clients résidentiels haut de gamme que j'avais personnellement amenés au fil des ans. J'ai expliqué la situation honnêtement. Papa passait l'entreprise à mon frère, et je créais ma propre société. La réponse a été écrasante. Client après client a exprimé sa loyauté envers moi personnellement. Ils avaient travaillé avec moi pendant des années, faisaient confiance à mes équipes, savaient que je livrais à temps et sous le budget. La plupart d'entre eux n'avaient même jamais eu affaire à Vincent. Nous travaillons avec toi, pas avec ton père, a déclaré Tom Richardson, le responsable des installations pour le plus grand complexe de bureaux de la ville. Si tu crées ta propre entreprise, nous te suivons. Vincent est un type assez sympa, mais il n'y connaît rien en gestion de paysage. L'appel le plus satisfaisant a été avec Patricia Wells de Grandview Property. Elle gérait 8 propriétés commerciales qui généraient environ 340 000 $ de revenus annuels pour nous. Quand j'ai expliqué la situation, elle était sincèrement furieuse pour moi. C'est absolument ridicule, a-t-elle dit. Tu es notre contact principal depuis 4 ans. Tu connais chaque recoin de nos propriétés. Tu réponds aux urgences à toute heure, et tes équipes sont les plus professionnelles avec lesquelles nous ayons jamais travaillé. Bien sûr que nous venons avec toi. En une semaine, j'avais des engagements de 70% de notre clientèle commerciale. Ce n'étaient pas seulement des clients. C'étaient des relations que j'avais bâties au fil des années en arrivant tôt, en restant tard et en m'assurant que leur propriété soit parfaite. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre secteur. Plusieurs de nos meilleurs chefs d'équipe m'ont approché en privé, exprimant leur intérêt à quitter le navire. Ils avaient vu ce qui se préparait. Avec Vincent aux commandes et moi parti, l'entreprise aurait beaucoup de mal. 2 semaines plus tard, j'ai soumis ma lettre de démission à papa. La conversation a été nucléaire. Tu ne peux pas simplement abandonner l'entreprise maintenant, a-t-il hurlé au téléphone. Nous avons des contrats à remplir, des équipements, des paiements, la paie. Je te donne le préavis standard de 2 semaines, ai-je dit calmement. C'est plus que ce que tu m'as donné quand tu as décidé de céder l'œuvre de ma vie à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un équipement ou géré une équipe. C'est du sabotage, a ajouté Vincent en arrière-plan. Apparemment, il me prenait en tenaille pour cet appel. C'est le capitalisme, ai-je répondu. Bonne chance pour comprendre comment fonctionnent les systèmes d'irrigation. Le désespoir dans leur voix était presque satisfaisant. Une partie de moi avait encore pitié de papa. Mais il avait fait son choix. Maintenant,
il devrait en assumer les conséquences. Big Mike a donné son préavis le même jour. Danny aussi. Ainsi que 4 de nos meilleurs chefs d'équipe et 8 autres employés. L'exode a été rapide et dévastateur. Démarrer Torino Landscape Solutions, je l'ai nommé d'après Big Mike parce que cet homme méritait la reconnaissance, a été à la fois la chose la plus effrayante et la plus satisfaisante que j'ai jamais faite. Nous avons trouvé un local parfait dans un complexe industriel plus grand que celui de papa, mieux situé, avec de la place pour tout l'équipement dont nous aurions besoin. Big Mike m'a aidé à négocier des offres sur de l'équipement d'occasion auprès de gars avec qui nous avions travaillé au fil des ans. Danny a conçu nos bureaux et créé un portfolio qui avait l'air plus professionnel que tout ce que l'entreprise de papa avait jamais produit. Les clients qui s'étaient engagés à nous suivre ont tenu parole. En un mois, nous avions suffisamment de contrats signés pour nous occuper pendant 6 mois d'affilée. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec de nouvelles demandes. Pendant ce temps, j'ai entendu dire par des bruits de couloir que l'entreprise de papa implosait. Vincent était revenu de son paradis de banlieue, s'attendant à entrer dans une opération qui tournait sans accroc. Mais ce type ne connaissait rien à l'entretien des équipements, rien à la gestion des équipes, rien aux relations qui maintenaient les clients commerciaux heureux. J'ai appris par Luis Mendoza, un de nos fournisseurs, que Vincent l'avait appelé en panique parce que 2 tondeuses étaient tombées en panne la même semaine. Apparemment, Vincent ne savait pas que l'équipement nécessitait un entretien régulier au-delà de simplement y mettre de l'essence. Il m'a demandé si nous pouvions lui prêter une équipe jusqu'à ce qu'il engage de nouveaux gars, m'a dit Louis en riant. Je lui ai dit que ce n'est pas comme ça que les fournisseurs d'équipements travaillent. Il semblait vraiment confus quant à la différence entre acheter de l'équipement et louer des équipes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle Vincent commencerait à essayer d'améliorer l'entreprise par des pratiques comptables créatives. Environ 2 mois après mon départ, Maria Gonzalez, notre ancienne responsable de bureau qui était restée avec papa par loyauté, m'a appelé un soir. Elle avait l'air extrêmement stressée. « Enzo, il faut que je parle à quelqu'un de ce qui se passe à l'atelier. On peut se voir pour un café ? Je ne me sens pas à l'aise de parler de ça au téléphone. » Le lendemain, Maria avait l'air épuisée lorsque nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant du centre-ville. Elle avait été la responsable de bureau de papa pendant 6 ans, s'occupant des factures, de la paie et des communications avec les clients. Elle connaissait l'entreprise sur le bout des doigts. Vincent fait des choses qui ne semblent pas correctes, a-t-elle dit doucement, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Il a majoré les factures bien au-delà de nos tarifs habituels, disant aux clients que c'est pour des services de gestion premium ou des frais de supervision stratégique. Mon estomac s'est noué. On parle de combien ? Il a ajouté une majoration de 30% sur le chantier du complexe de bureau Patterson. C'est $15 000 de plus sur un contrat de $50 000. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a dit que c'était la pratique standard pour la supervision de la direction générale. Quoi d'autre ? Maria a sorti un dossier en manille. Il a créé des factures pour des services de conseil d'une société appelée Strategic Landscape Solutions LLC. J'ai vérifié. Elle est enregistrée à son adresse personnelle. $2500 par mois pour du conseil opérationnel. Ce type se versait littéralement de fausses commissions de conseil depuis le compte de l'entreprise. Il y a plus, a poursuivi Maria. Il utilise la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles, des dîners coûteux, les frais de scolarité de l'école privée de ses enfants, même des vacances en famille à Disney World. Quand j'ai posé des questions, il a dit que c'était du divertissement client et des séminaires de planification stratégique. J'étais furieux mais j'ai essayé de rester calme. Maria, pourquoi me dis-tu ça ? Parce que je tiens à ton père, et cela va détruire tout ce qu'il a bâti. Vincent ne sait pas que j'ai gardé des copies de tout, mais je l'ai fait. J'ai les factures, les relevés de cartes de crédit, les virements bancaires, tout. Elle a fait glisser le dossier sur la table. Je ne peux pas rester là-bas beaucoup plus longtemps. Ma conscience ne me laissera pas faire partie de ça, mais je pensais que tu devrais savoir ce qui arrive à l'entreprise que tu as aidé à construire. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le dossier de Maria qui me brûlait un trou dans le siège passager. Une partie de moi voulait marcher directement au bureau de papa et lui fourrer les preuves sous le nez. Mais Big Mike m'avait appris quelque chose de précieux au fil des ans. Quand tu veux abattre quelqu'un, tu ferais mieux de t'assurer qu'il ne puisse pas se relever. Ce soir-là, j'ai tout étalé sur la table de ma cuisine. La documentation était accablante.
Vincent avait systématiquement pillé l'entreprise pendant des mois, des factures gonflées totalisant plus de 95 000 $ de frais frauduleux aux clients, 42 500 $ de fausses commissions de conseil versées à sa société écran, 31 000 $ de dépenses personnelles débitées sur la carte de crédit de l'entreprise, et des irrégularités de paie où il s'était versé des heures supplémentaires pour des tâches de gestion. J'ai appelé mon avocat, Jim Rodriguez, dès le lundi matin. Jim m'avait aidé à monter mon entreprise et pratiquait le droit commercial depuis 20 ans. Enzo, c'est une fraude grave, a-t-il dit après avoir examiné les documents. Gonflement de factures, délit d'initié, abus de biens sociaux. Vincent pourrait faire face à des accusations criminelles et à une responsabilité civile. Quelle est la meilleure façon de gérer ça? Documente tout. Ne les confronte pas directement et laisse-moi m'occuper de la stratégie juridique. Je vais recommander que nous déposions une plainte auprès du bureau du procureur de district et que nous informions l'IRS des revenus non déclarés de sa société écran. Au cours des semaines suivantes, de plus en plus de preuves continuaient d'arriver. Luis Mendoza, un de nos fournisseurs de longue date, m'a contacté après avoir appris que j'avais créé ma propre entreprise. Enzo, je voulais parler à quelqu'un de ce qui se passe avec l'entreprise de ton père, a-t-il dit quand je l'ai rencontré dans sa cour d'équipement. Vincent exige des pots de vin en espèces sur nos factures. Il dit que c'est la pratique standard pour le statut de fournisseur privilégié. Combien? 10% de chaque facture. Le mois dernier seulement, c'était 3 000 $. Je paie parce que j'ai besoin de la faire, mais ça tue mes marges. Et honnêtement, ça me semble très louche. Louis fournissait des pièces et de l'équipement à l'entreprise de papa depuis 8 ans. Il était aussi honnête que possible, le genre de gars qui conduirait 80 km pour livrer une pièce d'urgence un week-end. J'ai les reçus de tous les paiements en espèces, a poursuivi Louis. Et j'ai enregistré notre dernière conversation où il a menacé d'annuler nos contrats si je ne continuais pas à payer. Plus de documentation pour le dossier qui s'épaississait. La preuve la plus accablante est venue de Sarah Kim, une gestionnaire de compte chez Westfield Property, l'un de nos plus gros clients commerciaux qui était resté avec l'entreprise de papa. Nous devons discuter des pratiques de facturation de votre père, a-t-elle dit lorsqu'elle a appelé mon bureau. Nous recevons des factures qui ne correspondent pas au travail effectué. J'ai accepté de la rencontrer, sachant que cela pourrait être la preuve irréfutable. Nous avons contracté pour l'entretien paysager de base de nos parcs de bureaux, a expliqué Sarah, me montrant des factures récentes, mais on nous facturait des inspections de sites par la direction, une analyse stratégique de la végétation et des services d'assurance qualité premium. Vincent a dit à notre responsable des installations que c'était des frais standards de l'industrie. Les factures étaient 40% plus élevées que ce que papa avait historiquement facturé pour les mêmes services. Vincent volait essentiellement les clients en inventant des frais à la con et en espérant qu'ils ne poseraient pas de questions. Sarah, étiez-vous satisfaite de la qualité du travail avec ces nouvelles charges? Elle a ri amèrement. Le travail a été terrible. La moitié des équipes n'arrivent pas à l'heure. L'équipement tombe en panne constamment, et personne ne semble savoir ce qu'il fait. Nous payons des prix premium pour un service d'amateur. Seriez-vous prête à déposer une plainte formelle si nécessaire? Absolument. Nous envisageons déjà d'annuler nos contrats. La seule raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait est par respect pour votre père. Pendant ce temps, mon entreprise cartonnait. Nous étions passés à 28 employés, avions un carnet de commandes rempli pour 6 mois, et les clients nous recommandaient de nouveaux clients plus vite que nous ne pouvions les gérer. Les créations de Danny étaient présentées dans des publications de l'industrie, et nous avions remporté 3 contrats municipaux majeurs. Le contraste avec l'entreprise de papa était frappant. Le bruit courait qu'il perdait des clients à tour de bras, que les équipes démissionnaient régulièrement, et que l'équipement tombait en panne parce que Vincent n'avait aucune idée de comment l'entretenir correctement. Mais ce que Vincent ne savait pas, c'est que ses jours étaient comptés. En novembre, Jim Rodriguez a déposé notre plainte formelle auprès du bureau du procureur de district. La documentation était si complète et bien organisée qu'ils ont ouvert une enquête immédiatement. 2 semaines plus tard, l'IRS a reçu un tuyau anonyme sur des revenus non déclarés et des dépenses professionnelles frauduleuses. C'est drôle comme ça marche. Le coup de grâce est venu quand Maria m'a appelé début décembre. Enzo, je viens de donner mon préavis de 2 semaines, a-t-elle dit. Mais je voulais te faire savoir que Vincent m'a demandé de supprimer tous les dossiers financiers d'avant juillet, quand il a pris la relève. Il a dit qu'il m'encombrait le système et n'était pas pertinent pour les opérations futures. Tu l'as fait? Certainement pas.
Je lui ai dit que j'aurais besoin d'une autorisation écrite de ton père et il est devenu très nerveux. Vincent essayait de détruire les preuves. Le désespoir se voyait. Maria, une dernière faveur. Peux-tu faire des copies des dossiers récents avant de partir? Déjà fait. J'ai tout sauvegardé jusqu'à la semaine dernière sur une clé USB. C'est la dernière chose que je peux faire pour ton père. Peut-être que quand tout cela sortira, il réalisera qui est vraiment Vincent. Noël est passé. Je l'ai passé avec ma petite amie, Sarah, et sa famille, sentant enfin que j'avais un véritable avenir devant moi. Mon entreprise était florissante. Je prévoyais de la demander en mariage au printemps. Et pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à l'entreprise de papa tous les jours. Cela a changé le 15 janvier lorsque Jim Rodriguez a appelé avec des nouvelles. Enzo, le bureau du procureur a exécuté des mandats de perquisition ce matin dans l'entreprise de ton père et au domicile de Vincent. Ils ont saisi des ordinateurs, des dossiers financiers et des relevés bancaires. Vincent a été arrêté pour fraude électronique, détournement de fonds et fausses déclarations fiscales. Après des mois d'attente, le couperet était finalement tombé. Et mon père? Pour autant que nous sachions, il n'est pas inculpé. Les preuves suggèrent que Vincent a agi seul et a dissimulé ses activités à votre père. Mais l'entreprise va certainement faire face à des sanctions civiles et à des poursuites de la part des clients. Les nouvelles locales ont repris l'histoire ce soir-là. Un chef d'entreprise locale arrêté pour fraude était le titre, avec une photo d'identité judiciaire de Vincent qui semblait avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain. L'article exposait les faits de base, fraude systématique sur les factures, détournement de fonds de l'entreprise et évasion fiscale totalisant plus de 275 000 $. Le journaliste a mentionné que plusieurs clients envisageaient des poursuites civiles pour récupérer les frais surfacturés. Mon téléphone a commencé à sonner, des gens du secteur qui avaient entendu la nouvelle appelaient. La plupart étaient choqués, mais quelques entrepreneurs de longue date ont dit qu'ils avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas quand Vincent avait pris la relève. 2 jours plus tard, papa m'a appelé. Sa voix semblait brisée. Enzo, fiston, je dois m'excuser. Tu avais raison. J'aurais dû t'écouter, toi et ta mère. J'aurais dû reconnaître ce que tu as bâti pour nous. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait vengée, mais surtout je me sentais triste pour lui. L'avocat de Vincent dit qu'il pourrait risquer 5 ans de prison fédérale. Mon entreprise est ruinée, et je ne sais pas comment je vais rembourser les clients qu'il a fraudés. Et en quoi cela me concerne-t-il, père? Je sais. Je pensais juste que peut-être tu pourrais. Oh, peut-être que tu apprends maintenant ce qui arrive quand on mise sur le mauvais cheval. Fils, je suis tellement désolé. Excuse-toi pour toi-même. Moi, je vais bien. Ce fut notre dernière conversation. L'entreprise a fini par déposer le bilan en 3 mois. Papa a tout perdu. L'atelier, l'équipement, même sa maison a dû être vendue pour couvrir les frais de justice et les règlements civils. Vincent a plaidé coupable pour éviter un procès et a été condamné à 3 ans de prison fédérale plus 5 ans de probation. Sa femme a demandé le divorce pendant qu'il attendait sa sentence, emmenant les enfants et retournant vivre chez ses parents. Le juge lui a ordonné de payer 275 000 $ de dédommagement, mais comme il a dépensé la majeure partie de ce qu'il a volé, cet argent ne sera jamais récupéré. Aujourd'hui, Torino Landscape Solutions emploie 55 personnes et génère plus de 2,8 millions de $ de revenus annuels. Nous nous sommes étendus au déneigement commercial et avons des clients dans 3 comtés. J'ai demandé Sarah en mariage en mars et elle a dit oui. Nous prévoyons un mariage pour l'automne prochain et parlons de fonder une famille. Je souris en pensant à enseigner à mes futurs enfants la valeur de construire quelque chose de ses propres mains. Papa a fini par prendre un emploi chez l'un de nos concurrents, juste un poste de chef d'équipe, mais au moins il travaille. Stéphanie a divorcé dès que son argent s'est tari, ce qui n'a surpris absolument personne. La partie la plus satisfaisante n'a pas été la chute de Vincent. C'était de voir la justice rendue et de savoir que les clients qu'il a fraudés ont obtenu une certaine forme de responsabilité. Plusieurs d'entre eux sont devenus mes clients, me disant qu'ils respectaient la façon dont j'avais géré toute la situation de manière professionnelle. Big Mike le dit toujours le mieux, ton père t'a appris le métier, mais la vie t'a appris les affaires. Maintenant, tu enseignes les deux à tout le monde. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si papa m'avait simplement traité équitablement depuis le début. Mais ensuite, je regarde l'entreprise que j'ai bâtie et la vie que j'ai créée,
et je réalise que leur trahison a en fait été le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est simplement d'être meilleur qu'eux dans tout ce qu'ils pensaient pouvoir vous enlever.